Donc je me présente, moi je suis Marie Thibault, je suis bénévole à l'Opération Milliard depuis une petite année désormais et je suis ravie aujourd'hui d'animer cette masterclass. C'est pas moi qui vais parler le plus longtemps, mais je vais être gentille animatrice. Nous allons avoir un mot d'intro par Violaine Pierre, ici présente, déléguée générale de l'Opération Milliard. Et ensuite, nous démarrerons avec la masterclass avec trois contributeurs intervenants, Aurélien Hirault, Pierre Valentin et, et Marion de Télécope. Et j'ai oublié son nom de famille. C'est pour ça que j'ai bugué, Marion pardon. Greffy, pas de problème. Je suis désolée, Enchantée, pardon. bonjour à tous. Alors, Violaine, je te propose de nous faire un petite note d'intro sur l'actualité de l'Opération Milliard, et puis on démarrera la masterclass dans la foulée. Eh ben, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous dans cette heure tardive sur une période souvent estivale de vacances. On apprécie. Et donc, l'opération Milliard, juste en deux mots, comme vous le savez, on a mission de rediriger des financements vers les organisations de la transition juste. On va lancer là très prochainement deux véhicules financiers, un fonds d'investissement et un fonds de dotation. Et puis, ce sera suivi par d'autres véhicules financiers. Et cette masterclass aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de masterclass. On en a une à deux par mois pour mieux comprendre pour mieux comprendre les enjeux des finances, les enjeux liés à la finance, mais aussi pour mieux comprendre les modèles économiques des acteurs qu'on veut financer. Et donc aujourd'hui, cette masterclass nous a apparu importante parce qu'on a vu que ce soit au sein du mouvement ou, je le disais à l'instant à nos intervenants, au sein des financeurs, il y en a peut-être parmi vous ce soir, il y a un enjeu de connaissance du modèle des coopératives et de la façon de financer ces coopératives. Donc on espère que cette masterclass éclairera ces enjeux-là. Et nous, à l'Opération Milliard, nos véhicules financiers ont vocation à financer à deux tiers associations et coopératives. Donc, les coopératives vont vraiment avoir toute leur place dans ce qu'on veut faire. Et puis, je vous laisse entre les mains de nos intervenants. Mais merci d'être là avec nous. Ce sera filmé, donc vous pourrez revisionner et faire circuler. Et puis, il y aura un temps de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Super, merci beaucoup Violaine. Merci pour cette intro. Donc oui, effectivement, cette masterclass est enregistrée. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous conseille de bloquer votre caméra, tout simplement. Donc je vais partager la présentation. Hop. Théoriquement, vous devez voir, je veux bien une confirmation que vous voyez l'écran comme il faut. Ouais, ok, super. On voit, il faut que tu mettes en plein Non, écran. Ouais, c'est ça. ouais. Ah, c'est ça. Voilà, là on doit être bien. On est bien. Super. Donc, bienvenue. Du coup, cette masterclass va être découpée en quatre moments. Je vais d'abord commencer moi par vous passer deux, trois slides sur présentation très générique, très macro de l'écosystème des coopératives. Ensuite, nous poursuivrons avec Aurélien Hirault, directeur investissement de CGScope, qui fera un focus un peu plus précis sur son mouvement qui accompagne les SCOP et les SIC, deux types parmi d'autres de coopératives. Nous poursuivrions avec Pierre Valentin, expert finance durable et qui accompagne aussi beaucoup l'opération Milliard avec les modes de financement des coopératives. Et nous finirons avec l'intervention de Marion Greffly, cofondatrice de Télécope, également des cofondatrices des Licornes, qui partagera sa réalité terrain, puisqu'elle a créé Télécope il y a 5 ans, et qu'elle a eu évidemment à faire face à des questions de financement. Nous finirons sur vos questions, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat et nous les prendrons à la fin. Sur ce, je démarre avec ce panorama générique des coopératives en France. Donc d'abord, les entreprises coopératives contribuent très fort à l'économie du pays.
C'est plus de 20 000 entreprises en France. C'est quasiment 330 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et qui est en croissance depuis 10 ans, assez notable. C'est 30 millions de parts sociales qui sont détenues par des Français qui sont donc sociétaires. Dit autrement, un Français sur trois est membre d'au moins une coopérative, ce qui quand même ancre énormément cet écosystème coopératif dans nos sociétés, et dans nos quotidiens. C'est 1,3 million de salariés et donc ça représente 5% de l'emploi salarié. Les entreprises coopératives sont présentes dans tous les secteurs, mais sont leaders sur trois gros types de secteurs économiques: l'agroalimentaire, le commerce de détail, et c'est quand même 60% de la banque de dépôt. C'est absolument massif. En dessous, vous avez, euh, on cite quelques grosses coopératives connues dans divers secteurs. Je vous laisse les découvrir rapidement, je ne vais pas les passer une à une. Ce qui manque là dans ces exemples, c'est le fait de vous dire que trois groupes coopératifs parmi les 6 premières banques françaises sont des groupes coopératifs, donc le Crédit Agricole, la BPCE, le Crédit Mutuel, donc à nouveau un gros poids économique. Autre chose aussi, c'est de dire que les entreprises coopératives sont très ancrées dans les territoires. Donc là, c'est la répartition des 100 sièges sociaux des 100 plus grosses coopératives de France. On voit qu'il y en a 77% qui sont dont les sièges sociaux sont en région, donc un gros impact local, régional. Et puis une dernière chose, avant de plonger plus précisément dans l'univers des scopes et des SIC, justement vous montrer qu'il en existe plein d'autres: coopératives agricoles, coopératives d'artisans, coopératives commerçantes, etc. En termes de poids, je vais regarder un petit peu le nombre de salariés. Vous voyez que les coopératives agricoles, c'est quasiment 200 000 agriculteurs salariés, donc des coopératives agricoles, par exemple. Un autre poids, c'est côté commerçant, un peu plus de 500 000 commerçants sont sous coopérative. Et puis, les scopes et les skis sont aussi de nombreux salariés. Et puis, les trois dernières grosses cases, ce sont les fameux trois groupes bancaires que je vous ai cités tout à l'heure et qui eux-mêmes comptent des centaines de milliers de salariés. Voilà pour ce tour un peu générique. Je vais laisser la main à Aurélien Hirault. Aurélien, si tu veux bien te présenter et puis Ouais, poursuivre. merci Marie. Donc bonjour à tous, merci d'être là et de vous intéresser aux coopératives et plus particulièrement au SCOP et au SIC. Alors, je ne sais pas si on dit SKIC ou SIC, il y a deux écoles, on verra. Et donc moi je m'appelle Aurélien Hirault, je suis directeur investissement à la CG SCOP. Et du coup, l'idée aussi, c'est de faire un focus sur ces deux formes d'entreprise, et donc et de vous préciser, de vous présenter le mouvement coopératif tel que nous on le porte au travers de nos outils. Donc, d'abord, peut-être revenir sur un focus sur ce qu'est une scope, parce que c'est vrai que même des gens très aguerris, des fois, achoppent sur ce mot, même le mot, donc société coopérative et participative. C'est vrai que le nom a évolué au niveau de l'histoire, parce que il y a encore des gens qui nous renvoient au mot de société coopérative ouvrière de production. C'est vrai que c'est même le mot a évolué, et c'est pour mieux, je dirais, se s'adapter à l'évolution de l'économie, parce que en fait, ce sont des entreprises commerciales. Et j'insiste sur ce mot parce que souvent quand on est avec les pouvoirs publics, quand on parle de scope ou de SIC, on nous renvoie à une idée d'entreprise aidée. Voilà, non, ce sont vraiment des entreprises commerciales avec des formes juridiques très classiques de SA, SARL ou SAS. Donc voilà. Et qui la particularité de ces entreprises, c'est leur appartenance, puisqu'elles appartiennent à leurs salariés, ce qui en fait une vraie différence, avec des gouvernances qui sont adaptées par rapport à ce mode de détention. Alors, nous, on se base sur les trois piliers en fait que l'on promeut au travers des sociétés que l'on accompagne. On a évidemment ce premier volet de démocratie qui est indissociable en fait des coopératives, avec cette forme de gouvernance qui est
veut qu'une personne associée à une voix. Là, dans le cas des scopes, il y aura la prépondérance en fait des associés dans le pourcentage de droits de vote. Comme vous voyez, donc 65% des droits de vote sont au moins détenus par les salariés. Alors, dans la vraie vie, on est plutôt dans les 100%, on atteint souvent les 100% dans les scopes de droit de vote, mais ça, on verra avec Pierre tout à l'heure. Le deuxième volet vraiment important, c'est la solidarité. Je parle toujours des scopes, avec ce principe vraiment fondamental qui est l'impartageabilité des réserves. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on verra les conséquences que ça tout à l'heure. Et puis, il y a un principe d'équité qui est en termes d'affectation des résultats, année après année, on respecte un principe d'équité pour que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise soient justement rémunérées et avec toujours cette volonté de privilégier également la mise en réserve des résultats dans l'entreprise. Alors, on a cette autre forme qui est la SIC, là tu peux passer Marie, merci, qui est donc toujours une entreprise commerciale, mais qui lui va privilégier un intérêt collectif, dans le sens où il va y avoir un ensemble de sociétaires il va y avoir 3 catégories de sociétaires. Il va y avoir toujours les salariés, mais qui vont être associés aux bénéficiaires de l'entreprise, alors les bénéficiaires de l'entreprise, du service de l'entreprise, et puis une autre catégorie d'associés qui vont s'associer alors c'est souvent des projets de territoire qui vont être portés par des SIC auxquels seront souvent associés aussi les pouvoirs, les collectivités territoriales qui ont la possibilité de s'associer dans le sociétariat. Souvent, ça peut l'être. On a souvent le cas, mais on peut très bien avoir une autre catégorie d'associés diverses dans les SIC, mais l'idée c'est de promouvoir un projet de territoire dans lesquels plusieurs types d'associés vont s'associer pour porter le projet d'entreprise. Et toujours après, avec ces piliers de démocratie, de solidarité et d'équité. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est dans la forme même des SIC de promouvoir ces 3 piliers. Alors, le mouvement aujourd'hui, donc la CGScope, en fait, elle fédère en fait 4500 entreprises. Grosso modo, on a 3000 scopes et puis 1500 SIC, et ce qui représente en fait 90 000 salariés. Donc c'est vraiment une force importante. Alors, vous voyez sur le schéma qu'on est vraiment présent sur tous les territoires et assez équitablement répartis, et on a même une représentation à La Réunion et en Martinique, Guadeloupe. Donc voilà, on essaye de ratisser large et pour diffuser le modèle vraiment partout. Sur les performances, donc là c'est le slide suivante, on voit en fait que ces 90 000 personnes regroupent plus de 10 milliards de chiffre d'affaires avec une croissance importante. Là, ce sont les derniers chiffres de 2024. Donc, on avait plus 6% de croissance. Donc, on est sur des entreprises qui sont en croissance, avec des entreprises qui sont également très pérennes. Dans le sens où le pourcentage de 80%, enfin 79%, en fait, c'est la pérennité à 5 ans. Donc, on aime bien ce chiffre-là. Comme je vous le disais, une des caractéristiques des scopes et des SIC, c'est d'avoir des réserves impartageables. C'est-à-dire que chaque année, on va mettre une proportion assez importante du résultat dans les réserves de l'entreprise qui seront conservées par l'entreprise, qui ne seront pas distribuées, qui seront impartageables. Et donc ça solidifie, ça conforte en fait les entreprises. Et donc du coup, on constate ce taux de pérennité de quasiment 80% à comparer à 5 ans, à comparer aux entreprises classiques qui sont aux alentours de 60%. Ça, c'est des chiffres INSEE, donc c'est difficile de les contester.
Donc, on a vraiment cette particularité des scopes. Alors, on l'explique aussi par le fait que les taux de sociétariat, c'est-à-dire le pourcentage de salariés d'une entreprise qui sont associés de leur entreprise, donc là, c'est le taux de sociétariat, il avoisine les 70%. Donc, ça veut dire qu'on a des entreprises dans lesquelles les salariés sont vraiment impliqués dans les affaires de l'entreprise, dans les orientations de l'entreprise. Et donc, ce qui peut aussi expliquer des entreprises qui sont plus pérennes. Donc ça s'organise, hein, tout ça, je dirais, ça s'accompagne, ça se fédère, et c'est la slide d'après où on a cette organisation du réseau qui est avec cette tête de réseau où où je travaille, donc à la Confédération Générale des Scopes et des SIC. C'est vrai que la présentation, on est une quarantaine de salariés, mais on est là pour aider en fait le travail des 9 unions régionales, donc vous avez vu réparties en fait sur toute la France, qui elles sont au contact et aident directement les adhérents qui sont les SCOP et les SIC qui adhèrent au mouvement. Alors il y a historiquement aussi il y a eu des fédérations de métiers qui ont été organisées, qui appuient plus spécifiquement des métiers, mais ça va dans le sens d'un plus grand accompagnement. Donc, vous voyez, donc là, grosso modo, on est 250 personnes avec un mouvement, oui, tu peux passer, avec un mouvement qui est basé vraiment sur les SCOP et les SIC qui élisent leurs représentants au niveau régionaux puis nationaux, et c'est eux qui vraiment donnent l'orientation du mouvement, et nous, on est permanent du coup pour réaliser cette orientation stratégique. Cette slide, elle est là pour montrer que vraiment tout ce qui émane en fait, toutes les orientations stratégiques, en fait, elles émanent vraiment des scopes et des cycles du terrain. Sur la slide d'après, donc la CGScope est au travers des unions régionales qui accompagnent les adhérents. Ils ont à développer tout un tas de services, que ce soit de communication, un service juridique, voilà, il y a tout un panel de services, mais il y a aussi des outils financiers qui ont été constitués au fur et à mesure de l'histoire. Et le premier outil financier qui a été constitué, c'était Socoden, qui est un peu la holding financière du mouvement. Alors, on n'aime pas trop ces termes-là, mais bon, des fois, on est obligé de sacrifier le vocabulaire. Socoden qui réalise des prêts aux adhérents. Alors, historiquement, tous ces outils financiers dont je vais vous parler, en fait, ils ont été construits par rapport à des freins qui ont été identifiés par les adhérents. Et c'est parce que les adhérents ont trouvé un jour des freins à trouver du financement, à trouver de la garantie, à trouver du haut de bilan, que le mouvement s'est réuni pour constituer tous ces outils-là. Donc, en gros, au fur et à mesure de l'histoire, le mouvement a pu proposer en fait l'ensemble de la palette des outils financiers que l'on peut trouver, que ce soit du prêt, de la garantie de prêt, ou des outils de haut de bilan. Pierre en parlera dans sa partie tout à l'heure. Et tout ça qui est financé très majoritairement par les cotisations des adhérents et en partenariat avec le Crédit Coopératif, qui est un peu notre banque référente, on va dire, et avec sa filiale SFIN Gestion, qui est évidemment un des partenaires très importants. France Active, que vous pouvez connaître, qui est aussi un grand partenaire. Et il y a eu également des partenariats avec l'Europe et les banques publiques. Donc, tout ça, c'est des outils qui ont été, je dirais, montés, pensés, réfléchis, développés pour et par le mouvement, mais qui viennent forcément en accompagnement de financement externe, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout. Et c'est sur le dernier slide, et après je passe la parole à Pierre. Voilà, donc là, c'est la palette en fait de tous les outils que l'on a développés pour nos adhérents. Donc, l'idée, c'est
d'être là où les banques vont moins facilement, parce que si la banque finance, bah, il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser les outils financiers, mais les outils financiers, ils sont utilisés en complément ou je dirais, pour initier en fait les financements externes. Et comme je vous disais, en prêt, alors en type participatif, en crédit de trésorerie ou en garantie de prêt. Et puis, on a développé aussi des outils très spécifiques. Évidemment, on n'a pas du tout le temps de les développer, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des outils au service des adhérents pour compléter les plans de financement et ou les besoins de financement que les adhérents auraient. Voilà, je vous ai mis quelques chiffres. Je ne vais pas aller plus loin. S'il y a des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Aurélien, super pour cette introduction. On va donner la main à Pierre Valentin pour nous rentrer dans plus de détails sur ces outils de financement. Merci Marie. Donc, je m'appelle Pierre Valentin, je suis un ancien du Crédit Coopératif. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans et depuis, je travaille comme expert en finance durable aux côtés d'un cabinet de conseil en investissement financier qui s'appelle Amadeus. Et à ce titre, on conseille l'opération milliard sur sa structuration financière. Je suis par ailleurs, mais évidemment à titre bénévole, membre du conseil scientifique de l'opération milliard. Donc, je vais vous parler des outils de financement, des instruments de financement plutôt des coopératives, mais en me centrant, évidemment, en me concentrant sur les instruments de fonds propres. Je ne vais pas parler du financement bancaire. Comme Aurélien l'a dit, bon, bah, les banques financent les coopératives d'une façon assez classique, comme elles financeraient d'autres types d'entreprises. Donc, il n'y a pas énormément de choses à raconter sur ce sujet-là. Le sujet vraiment fondamental, c'est le sujet des fonds propres et c'est d'ailleurs le sujet de l'opération milliard. Donc, commençons peut-être par une slide de contexte pour montrer que le financement en fonds propres des coopératives, c'est une question qui ne va pas de soi. Parce que les coopératives reposent sur deux principes, alors qui ont été un peu assouplis, mais qui, lorsqu'ils étaient appliqués de façon très stricte, rendaient très très difficile, voire impossible, l'entrée d'investisseurs extérieurs au capital de la coopérative. Alors, le premier principe, c'est la lucrativité limitée. Donc, je vais revenir sur ce que c'est que cette lucrativité limitée dans la slide suivante. Le deuxième, c'est la double qualité. Et la double qualité, c'est souvent moins bien appréhendé comme notion, mais c'est une notion tout à fait essentielle qui fait que bah, pour être au capital d'une coopérative, il ne faut pas simplement acheter des actions de la coopérative, des parts de la coopérative, il faut avoir un deuxième lien avec la coopérative, d'où ce nom de double qualité. J'y reviendrai là aussi tout de suite après. Donc, en tout cas, ces deux règles ont fait que la finance a poursuivi son chemin à distance des coopératives et les liens entre finance et coopérative, je ne parle pas là du domaine bancaire, mais vraiment du domaine fonds propres, étaient quasi inexistants jusque dans les années 90. Voilà, alors la lucrativité limitée, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une limitation du dividende. Alors dans les coopératives, on ne parle pas de dividende, on parle d'intérêt aux parts sociales, mais c'est la même chose, à TMO plus 2%. Alors TMO, je vous rassure, c'est le taux moyen des obligations, c'est un terme un peu technique, mais ça désigne en gros le taux des emprunts d'État à 10 ans majoré de 0,25%. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 3,5%. Mais attention, ça n'a pas toujours été ce taux-là. On a eu des TMO à 0% pendant quelques années, il y a 2-3 ans. Donc à cette époque-là, ben, la limitation, c'était à 2%. 0 plus 2, 2% sur le rendement des parts sociales des coopératives. Alors j'ai mis un point important, c'est que les scopes ne fonctionnent pas comme ça. Il y a beaucoup de types de coopératives différentes. Vous avez vu dans l'introduction de Marie toutes les listes de coopératives et chacune a un peu ses règles. Alors les scopes ont des règles différentes et elles n'ont pas plafonné le dividende en proportion de la valeur de la part, mais en proportion des résultats, ce qui est beaucoup plus sympathique et j'y reviendrai d'ailleurs. Alors, deuxième chose qui limite la lucrativité, parce que quand vous n'avez pas d'argent qui vous est versé chaque année à travers le dividende, vous pouvez espérer faire une plus-value dans une société classique. Mais non, dans une coopérative, ce n'est pas possible,
parce que tous les bénéfices qui n'ont pas été distribués en dividendes et qui donc s'accumulent et enrichissent la société, ils ne peuvent pas servir à revaloriser la part sociale. Donc la part, vous l'avez achetée à 50 euros, vous la revendrez à 50 euros. Même si la société, entre-temps, s'est enrichie et si la part sociale, comptablement, a une valeur potentielle beaucoup plus grande. Alors, je dis que les réserves ne peuvent pas servir à revaloriser la part, parce que si c'était le cas, ben, vous pourriez ressortir à un prix supérieur au prix d'entrée. Dans certaines coopératives, pas dans les SCOP, mais dans certaines coopératives, la revalorisation est possible, mais elle est limitée à 50% des bénéfices non distribués. Et de toute façon, elle est très peu pratiquée. Donc en clair, on a peu de rendement et on n'a pas de plus-value. Voilà. C'est ça l'entrée au capital d'une coopérative pour un investisseur extérieur. Alors pour un membre aussi, mais un membre, il a d'autres avantages, éventuellement une ristourne sur l'activité. Enfin bon, c'est une logique totalement différente. Et puis de la double qualité que je citais dans la première slide, elle explique que en fait, on ne peut pas devenir associé si on n'est pas si on n'a pas un autre lien avec la coopérative. Par exemple, autrefois, dans une SCOP, on ne pouvait, jusque dans les années 90, on ne pouvait devenir associé d'une SCOP que si on était salarié. Mais de la même façon, dans une coopérative agricole, on ne pouvait devenir associé de la coopérative, sociétaire de la coopérative, que si on apportait sa récolte ou ce genre de choses. Pareil pour les coopératives de commerçants et les différentes coopératives. Et donc, ça empêchait totalement les investisseurs extérieurs d'entrer au capital, les investisseurs financiers. Alors ça a changé, je crois, en 92. Et maintenant, et Aurélien d'ailleurs l'a montré dans sa présentation, hein, il vous a indiqué que les salariés contrôlaient 65% des droits de vote. Donc les associés qu'on appelle non coopérateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien particulier d'activité avec la coopérative, ils peuvent détenir jusqu'à 35% des droits de vote. Donc c'est intéressant. Par exemple, dans les SCOP, on a souvent des salariés qui sont à la retraite et qui souhaitent garder leur part sociale. Donc on va les trouver dans la catégorie, je ne dis pas de bêtises, Aurélien, des associés non coopérateurs. Mais encore une fois, les associés non coopérateurs, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que une coopérative peut décider de ne pas avoir d'associés non coopérateurs. Elle peut les avoir, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, donc passons quand même à la slide suivante. Ah, donc, en gros, vous l'avez compris, si on veut entrer au capital, il faut qu'on ait des statuts qui prévoient des associés non coopérateurs qui auront quand même la possibilité d'intervenir dans la gouvernance, hein, jusqu'à 35% des droits de vote. Mais ils vont avoir, si on n'est pas dans une SCOP, un gros risque de taux sur le dividende, puisque chaque année, le dividende va être limité à TMO plus 2%. Et en 2020, par exemple, le TMO, il valait 0,09%. Donc, on avait un très faible rendement. Pas de plus-value, sauf les cas exceptionnels que j'ai cités, mais une moins-value est possible. Il suffit qu'il y ait des pertes et que ces pertes bouffent toutes les réserves et affectent le capital social. Excusez-moi. Alors, quand vous revendez les parts, ce qui est quand même assez pratique, c'est que c'est la société elle-même qui les rachète. Vous achetez des parts à la société et vous les revendez à la société. Alors, si on regarde les cas où ça peut être intéressant en tant que financier d'investir dans des parts sociales, il n'y a en fait que deux cas, donc c'est très, très limité. Le premier cas, c'est une coopérative qui ne serait pas une SCOP et qui utiliserait la possibilité de revaloriser ses parts, ce qui est possible, hein, mais limité à 50% des bénéfices non distribués. Donc il faut à la fois que ce soit dans les statuts et que ce soit pratiqué. Par exemple, vous pouvez regarder ceux que ça intéresse, les comptes de la BRED. Bon, ben, la BRED, elle est passée de 8 euros, je crois, de valeur de part à 10 euros en une dizaine d'années. Et donc, le dividende est limité, hein, c'est ce que j'expliquais au-dessus, mais la part est revalorisée régulièrement. Alors, deuxième cas de figure, le plus intéressant à mon avis, c'est quand on investit dans une SCOP. Parce que dans une SCOP, la revalorisation des parts est impossible, mais le dividende, lui, il a un plafonnement qui est très original et qui n'est pas sur la base
d'un taux plafond, mais sur la base d'une partie des résultats. On ne peut pas donner plus de résultats aux dividendes, à l'ensemble des dividendes, qu'on en donne sous forme de participation aux salariés de la SCOP. Et puis d'autre part, les salariés de la SCOP doivent avoir au moins 25%, je crois, des résultats. Enfin, il y a toute une série de règles qui font que on peut quand même bénéficier de rendements intéressants dans une SCOP. Et vous allez le voir comme exemple dans la slide suivante. Voilà, une SCOP assez ancienne qui marche très bien. Aurélien connaît, bien sûr, Mm. qui s'appelle Bouillé-le-Roux, une des plus belles SCOP de France, hein, qui fait des briques, d'ailleurs, de façon assez écologique. Peut-être qu'il pourrait être un sujet d'intérêt pour l'opération milliard. Alors, la part, elle ne change pas de valeur, elle vaut 50 euros, hein. Mais les bénéfices qui se sont accumulés et qui n'ont pas été distribués représentent une somme importante, puisque la valeur comptable de la société, c'est 319 euros. Donc, toute la différence entre 50 et 79, c'est des bénéfices qui, au fil de l'eau, se sont accumulés sans être distribués. Alors, il y a une petite distribution. Vous voyez, elle est quand même de l'ordre de 4-5 euros, donc pas loin de 10% de la valeur de part. Donc, il n'y a pas du tout ce plafonnement qu'on voyait tout à l'heure dans les coopératives. Donc, arriver à investir dans des parts sociales de Scope, c'est pas idiot pour un investisseur financier. Il ne fera pas de plus-value, mais il pourra avoir un assez bon rendement. Ça suppose quand même plusieurs choses. Ça suppose que la Scope ait une politique d'accueil d'un associé non coopérateur qui sera quand même assez massif si c'est un fonds d'investissement. Et il faudra évidemment que ce fonds d'investissement travaille dans l'esprit de la Scope et ne perturbe pas la gouvernance, puisqu'il sera quand même représenté à l'AG de façon importante. Voilà, donc c'était la partie capitale pure de mon exposé. Je vais passer maintenant à l'instrument de fonds propres le plus utilisé parce que vous avez vu toutes ces limitations et ça explique pourquoi, en gros, l'essentiel des fonds propres apportés aux coopératives, qu'elles soient SCOP ou pas d'ailleurs, se fait à travers un outil qui s'appelle le titre participatif. Donc, qu'est-ce que c'est que le titre participatif? Ben, c'est une obligation perpétuelle. Alors, une obligation perpétuelle, c'est un truc qui n'existe quasiment nulle part, hein. C'est une obligation qui vous permet, si vous le souhaitez, de payer les intérêts à perpétuité, mais de ne jamais rembourser. Alors, en plus, c'est une créance de dernier rang, c'est-à-dire qu'en cas de faillite, vous êtes le créancier qui est remboursé une fois que tous les autres l'ont été. Donc, c'est pas terrible. Et vous ne pouvez pas prendre d'hypothèque, vous ne pouvez pas prendre de gage. Donc, c'est l'outil de dette le plus risqué. Avant, évidemment, le capital, parce que vous êtes tout de même remboursé, comme c'est de la dette, vous êtes tout de même remboursé en principe avant le capital. L'emprunteur, donc celui qui émet le titre, la coopérative qui émet le titre, peut décider de rembourser, mais uniquement après 7 ans. Donc, dans les 7 premières années, elle n'a pas le droit de rembourser. Alors, il y a un taux qu'on appelle taux de base, qui est fixé par le contrat. Et puis, il y a une indexation. Donc, l'indexation, elle porte sur 40% du nominal. Donc, prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons que le taux est à 5%. Vous avez 60% de la valeur de l'emprunt qui est rémunérée à 5% et 40% de la valeur de l'emprunt qui est rémunérée à 5% la première année. Puis la deuxième année, ça sera 5% avec majoré de la progression d'un résultat qui peut être le résultat net, le résultat d'exploitation ou un chiffre d'affaires. Donc, si vous avez une croissance d'un indicateur financier assez forte, cette partie de 40% va monter progressivement et représenter une somme qui peut être assez importante. Donc, au lieu d'avoir 5%, ce qui est le taux que vous aurez la première année, vous allez monter 5, 5,20, 5,30, 6, 7, etc. De toute façon, même si cet indicateur financier baisse, vous ne pouvez pas avoir moins que le taux de base. Et puis, le taux d'intérêt global, qui pourrait être très élevé, puisque l'indexation pourrait conduire à un taux très élevé, le taux d'intérêt global est plafonné. Voilà. Et l'intérêt, ben, il est déductible fiscalement comme dans toute dette. Donc, c'est un outil assez pratique qui, pour un investisseur, est sympathique, mais les investisseurs n'aiment pas trop les obligations perpétuelles, parce qu'ils se disent on ne sera jamais remboursé. C'est quand même gênant. D'où des limitations, enfin, des astuces que les investisseurs tentent de négocier lorsqu'ils créent des titres participatifs avec des coopératives. Donc, c'est la slide suivante. Ils essayent de faire une incitation au remboursement.
Donc vous avez vu le rôle joué par le taux de base. J'ai pris l'exemple de 5% comme dans la slide précédente. Et vous pouvez vous dire, bon, au bout de 7 ans, on aimerait quand même, en tant qu'investisseur, se faire rembourser. Donc, on va pénaliser un petit peu le coût pour l'emprunteur et on va majorer ce taux de base chaque année. Alors, vous le majorez, souvent, vous le majorez de 0,5% par an après 7 ans, et puis vous le majorez pas de façon infinie, mais jusqu'à des taux de l'ordre de 8%. Une deuxième façon d'inciter au remboursement, c'est la prime de remboursement. La prime de remboursement, c'est la différence entre le montant que vous devez rembourser et le montant que vous avez emprunté en tant que coopérative via un titre participatif. Donc, jusqu'à 7 ans, le remboursement, il est au nominal, c'est-à-dire à la valeur de l'emprunt. Et puis, vous pouvez dire, bon, bah, une fois qu'on a dépassé 7 ans, si vous remboursez, ça va vous coûter plus cher. Il y aura une prime de remboursement. Souvent, cette prime, elle peut aller jusqu'à 50%. Donc, ça vous pousse quand même à saisir l'occasion de la 7e année, qui est la première année où vous pouvez rembourser, mais aussi la dernière année où vous pouvez rembourser sans pénalisation sur le capital. Et en général, la prime de remboursement est calculée en fonction du niveau de l'indexation. Plus l'indexation est favorable, plus le coupon et plus le taux d'intérêt est important, plus cette prime de remboursement est importante. Voilà, donc on a finalement un titre qui, dans son principe, en théorie, est perpétuel, mais dans sa pratique, surtout si ces mécanismes sont négociés, pousse à un remboursement, en gros, à 7 ans, éventuellement à 8, 9 ans, mais guère plus. Et je crois que les investisseurs expérimentés dans ce domaine, ils sont peu nombreux. Aurélien pourra me le confirmer. Et comme j'ai présidé l'IDES, je connais aussi assez bien les titres participatifs. On a des durées de vie de l'ordre de 8-9 ans. Alors attention quand même, dans les titres participatifs, il y a quelques ambiguïtés si les contrats ne sont pas bien rédigés. Imaginez que un titre participatif ait été utilisé, c'est souvent le cas, pour financer des opérations de croissance externe. Comment est-ce qu'on va calculer l'indexation? Ben, ça dépend du périmètre des indicateurs qu'on a retenus. Prenons un exemple. Peu de temps après une émission de TP, une SCOP va acheter une filiale. Le TP est indexé sur un indicateur de résultat consolidé. Donc évidemment, quand on rachète une société, ben, le résultat augmente puisqu'on ajoute le résultat de la société achetée avec le résultat de la société qui fait l'acquisition. Du coup, l'indexation va bondir, sauf si le contrat a prévu un périmètre pro forma. Donc, il y a un peu d'ingénierie financière pour que le titre participatif ne se retourne pas comme un piège contre l'émetteur. Et donc, c'est un point important. Alors, mon dernier point sera sur les prêts participatifs. Alors, les prêts participatifs, contrairement aux titres participatifs, ce n'est pas une spécificité des coopératives. Les titres participatifs ne peuvent les émettre que des coopératives ou des mutuelles ou je crois, des sociétés nationalisées, éventuellement quelques autres types très particuliers d'entreprises. Tandis que le prêt participatif, il est ouvert à tout le monde, aux entreprises, même aux associations. Donc c'est un prêt à durée déterminée qui est subordonné, donc une créance de dernier rang en cas de faillite, sauf qu'elle passe quand même avant les titres participatifs. On peut l'indexer sur des résultats. Bon, mais en fait, les fonds d'investissement n'aiment pas trop les prêts participatifs parce que ce ne sont pas des titres financiers, donc ça pose des tas de problèmes sur certains quotas. Et puis, c'est difficilement cessible. Mais ça a un avantage, c'est qu'il y a une échéance. Ce n'est pas un prêt perpétuel et donc on sait qu'en tant qu'investisseur, on sera remboursé. Voilà, j'en viens à ma conclusion. Donc, dans l'esprit, l'opération milliard vise à apporter 1 milliard, c'est possible, en tout cas, progressivement, on espère atteindre cette somme. On souhaite apporter des fonds propres. Et les vrais fonds propres, c'est le capital, ce sont les parts sociales. Mais dans le monde des coopératives, la rémunération des parts sociales est souvent inférieure à celle des titres participatifs, qui pourtant ne sont que des quasi-fonds propres, qui sont des instruments de dette subordonnée. Donc on aura probablement pas mal de titres participatifs, même si dans le business plan du fonds, on a été assez ambitieux, on a prévu 20% de parts sociales, mais essentiellement dans les scopes. Peut-être que c'est un peu trop ambitieux, je vois Aurélien
qui hoche de la tête. Et 15% de TP, ça sera peut-être l'inverse, ce sera peut-être beaucoup plus de TP que de part sociale, mais en tout cas, ce sont ces deux instruments que nous retenons essentiellement. Voilà, je crois que c'était la dernière slide. Tout à Merci de fait. votre attention. Merci mille fois, Pierre. Je suis sûre qu'il y a des questions en commentaire. On verra ça tout à l'heure. J'ai juste un point, pardon, Oui, j'ai été un peu vite. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la slide oui. sur la scope, là, le petit exemple, parce Ah, que j'ai quelque chose à dire qui était important, c'est que, vous voyez, sur cette scope-là, il y a tellement de réserves et la société marche tellement bien que les 3-4 € de dividendes qui sont versés, ça ne représente que 10% du résultat. Hein, le résultat, il est de l'ordre de 40 € par part. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui coûte beaucoup à la scope que de donner des intérêts aux parts sociales sympathiques. merci pour ce complément, Pierre. À tout à l'heure, je pense, lors du moment des questions. On va pouvoir avoir le privilège d'écouter Marion Greifly et son expérience du terrain. Marion, cofondatrice de Télécoop, également cofondatrice du mouvement des licornes, qui rassemble les coopératives de la transition. Marion, dis-nous tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. Belle question. Bah, merci beaucoup pour ce temps. Je pense qu'effectivement, la question du financement des coopératives et d'ailleurs en particulier des SIC, c'est quand même, je dirais, une assez grande difficulté. Je pense que je peux le dire comme ça. Pour résumer un petit peu, donc Télécoop, c'est un opérateur télécom coopératif. On l'a créé il y a maintenant 5 ans. Et donc, bah, comme toute entreprise qui se crée, on a eu forcément besoin d'accéder à du capital pour pouvoir faire exister la coopérative. Et nous, en fait, la manière dont ça s'est développé, c'est qu'on a vraiment bah, uniquement aujourd'hui au capital des sociétaires, des particuliers en très très grande majorité et quelques entreprises. Pourquoi? Bah, en fait, parce que, ce qu'on a constaté nous, c'est que, il y avait quand même, effectivement une assez grande frilosité, on va dire des, investisseurs classiques sur notre modèle et Pierre, tu as bien expliqué, une certaine des raisons qui le font probablement. Donc nous, le gros du financement aujourd'hui, on a levé à peu près, 600 000 € de parts sociales, et on a, levé 210 000 € de titres participatifs. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a eu besoin de lever pour bah, développer quand même un opérateur télécom, hein. C'est quand même, il y avait fort à faire puisqu'on partait de rien, bien évidemment, comme toute entreprise et comme toute aventure entrepreneuriale. Mais quand on est un opérateur télécom, bah, en fait, on a besoin de développer un certain nombre d'outils, notamment des outils IT, hein, qui sont quand même le cœur de notre métier. Puisque nous, notre métier, c'est concrètement, on va accueillir des clients qui ont besoin de forfaits mobiles, puisque nous, on vend des forfaits mobiles au sein de la coopérative. Et notre métier, ça va être de pouvoir collecter bah, l'ensemble de leur communication, les SMS, les appels, de la donnée mobile qui est utilisée, le rediriger vers le bon client, de le facturer, et puis après, bien évidemment, de pouvoir l'accompagner dans des bonnes conditions, puisque nous, une de nos grandes promesses, c'est de créer de l'emploi uniquement en France et non délocalisable, ce qui est quand même, vous en conviendrez, une petite spécificité dans le domaine des opérateurs télécoms, puisque on est clairement les seuls à faire ce type de promesses et surtout à les tenir. Aujourd'hui, pour vous dire, on est donc aujourd'hui 14 salariés. On réalise 1,7 million de chiffre d'affaires là en 2025, donc ça va être notre 5e exercice. On a atteint la rentabilité en cours d'année dernière, autour du mois de septembre-octobre. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, on est quand même, donc, comme l'a très bien souligné Aurélien, nous sommes des entreprises commerciales. Télécoop est une entreprise commerciale à ce titre et donc on cherche à développer notre activité économique et bien évidemment, pour ce faire, bah, on a besoin à un moment donné, de pouvoir avoir des investisseurs. Donc nous, comme je le disais au départ, on a exclusivement, rassemblé du coup des particuliers qui ont investi dans la coopérative, et en deuxième phase, on a fait aussi un lancement de titres participatifs. Donc ça, on l'a fait, il y a maintenant, 3 ans, sur un modèle de levée de fonds qui était, des parts sociales et des titres participatifs. C'est-à-dire que les nouvelles personnes qui voulaient rentrer et bénéficier des titres participatifs, il fallait aussi qu'elles puissent acheter des parts sociales. On avait aussi,
on avait mélangé les deux modes de financement, à la fois pour que on s'assure que les personnes qui demain entraient dans la coopérative avec des titres participatifs aussi soient partie prenante de notre gouvernance, parce que ça, je pense que c'est très important quand on est des coopérateurs dans les coopératives. On ne cherche pas juste, entre guillemets, des passagers clandestins, hein, pardon pour le terme, mais on cherche bien des personnes qui ont envie de s'impliquer dans la coopérative, qui ont envie de la développer. Donc, on cherche en premier lieu des sociétaires, personnes physiques ou personnes morales, mais qui ont envie vraiment de jouer un rôle dans la gouvernance et qui, en plus de ça, peuvent bénéficier de titres participatifs, c'est-à-dire titres participatifs plus intéressants, comme l'a fait la démonstration Pierre. La grosse problématique auquel on a été quand même confronté, et ce depuis le départ, comme je vous disais, on est quand même une entreprise qui, là, en 3 exercices, on a atteint l'équilibre financier et au 4e exercice, on est en train de le consolider. Donc, c'est quand même pas rien. Enfin, c'est quand même là, on l'a dit avec Aurélien, on en a parlé aussi, le taux de pérennité des scopes et des SIC est très bon. Nous, on rentre parfaitement dans cette catégorie de ce qu'a fait comme démonstration Aurélien. Et pourtant, en fait, on est vu comme on en a parlé aussi un petit peu, comme des entreprises dites caritatives. Enfin, c'est un peu bizarre, on nous met beaucoup finalement de colibés, on va dire, sur le front, alors ce qui est tout à fait pas le cas. C'est-à-dire que notre objectif, c'est bien évidemment d'atteindre une rentabilité économique. En revanche, ce n'est pas le seul objectif qu'on se donne. Et les autres objectifs qu'on se donne, c'est vraiment qu'on puisse apporter quelque chose de positif à la société et qu'on puisse justement proposer des offres, notamment nous dans notre rôle d'opérateur télécom, qui vont faire une différence sur le secteur d'activité. Donc, ce que disait Aurélien est très juste, c'est-à-dire que une SIC défend l'intérêt collectif et nous, on cherche à défendre l'intérêt collectif des citoyens sur le secteur des télécoms et donc, a fortiori, sur le secteur du numérique. Parce qu'il ne vous a pas échappé que pour accéder au numérique, il fallait un opérateur télécom pour pouvoir ne serait-ce qu'aller sur Internet. Donc, par ricochet, c'est assez logique qu'on se préoccupe de ces deux secteurs. Ceci étant dit, notre entreprise, et c'est vrai pour les licornes de manière générale, donc je ne vais pas me faire le porte-parole de toutes ces entreprises, mais elles ont fait la démonstration quand même d'une robustesse économique et sur la durée. Et tout en fait, et c'est ça qui est quand même, je trouve, assez remarquable dans nos structures, tout en liant ça à des impacts environnementaux positifs, des impacts sociaux positifs. C'est-à-dire que nous, dans le cas, par exemple, de Télécope, notre objectif, c'est de permettre aux gens en fait, de réduire leur consommation du numérique, parce qu'aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial, et ça pourrait passer à 8% en 2025. Donc c'est urgent que collectivement, nous réduisions notre consommation de numérique, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que proposent les autres opérateurs télécoms. Nous, on le fait, et en plus, ça fonctionne, puisque d'un point de vue de notre impact, on le mesure chaque année, en fait, sur les 4 dernières années, et on a réussi à réduire la consommation de données mobiles de nos clients entre celles qu'ils avaient avant et celles qu'ils ont maintenant avec nous. Et on a aussi réussi à prolonger la durée de vie des téléphones portables de nos clients, puisque nous, en moyenne, ils le gardent 3 ans et demi, alors que le marché en France, c'est plutôt de 2 ans et demi. Donc, rien pour vous dire, là, c'est quand même, on montre qu'on a un modèle qui fonctionne d'un point de vue économique et qui amène une plus-value environnementale. Et l'autre point, c'est d'un point de vue social, puisque notre premier engagement, c'est de créer l'emploi local en France non délocalisable. Ça s'écrit dans nos statuts, donc on ne pourra jamais dévoyer cette question-là. Ça ne dépend pas de moi, dirigeant de Télécope, ce sera toujours quelque chose que Télécope va porter. Donc on a créé les 14 emplois dont je vous parlais tout à l'heure. Mais surtout aussi, nous, notre objectif au sein de nos services clients, c'est d'accompagner les gens dans leurs usages du numérique. C'est-à-dire que notre service client n'est pas là pour vendre des produits en plus, etc. Il est là si c'est la bonne solution aux problématiques qui sont amenées par les citoyens. Mais on est surtout là pour accompagner et être un hôte de confiance en fait dans les usages numériques de nos clients et des citoyens de manière plus vaste. Donc voilà, en fait, on a quand même un modèle d'entreprise en fait, qui est efficace d'un point de vue économique, mais qui en plus amène une démonstration sur le plan environnemental et sociétal. Et pour autant, comme je vous le disais, depuis le début de Télécope, c'est vraiment les citoyens qui ont porté
le développement et la création de télécom. Donc, c'est important de le dire. Alors, c'est tout à fait logique parce qu'on est une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on est là pour accueillir l'ensemble des parties prenantes autour d'un service. Et bien évidemment, les citoyens sont une partie prenante fondamentale de ce que nous proposons. En revanche, eh bien, il faut quand même se dire que ça a été toujours très compliqué quand on a cherché à avoir des conversations avec des fonds ou avec des fonds de manière générale, hein, ou même avec des banques, parce qu'il y a toujours cette nécessité, cette nécessité de la performance économique, ce qui est bien normal. Et en plus de ça, parce que nous étions une jeune entreprise, qui dit jeune entreprise dit plus grande frilosité pour ce type d'acteurs. Et je voudrais finir sur un point aussi, c'est que par rapport à ce qu'a dit Pierre, c'est très important de dire que il y a les parts sociales et les titres participatifs. Et les titres participatifs, pour les investisseurs, c'est un moyen effectivement de développer l'attractivité d'un investissement dans une scope ou dans une SIC. En revanche, ce qui est juste fondamental de dire, et notamment pour des entreprises qui se développent et qui sont juste en train de se lancer, c'est que nous avons besoin de parts sociales, puisque ce qui est de l'ordre vraiment des fonds propres, c'est les parts sociales. Si on n'a pas de part sociale et pas suffisamment de part sociale, on n'est pas en capacité d'entêter l'entreprise, ou alors l'entreprise passe tout de suite en entreprise à risque, etc. etc. Enfin, pas rentrer dans ce détail-là, mais ce qui nous est très important, c'est quand même de pouvoir lever de la part sociale, qui peut être liée à la titre participatif, hein, ça c'est bien sûr tout à fait possible, mais c'est un instrument absolument nécessaire pour nous permettre d'investir et de nous développer. Super. Merci Marion, merci beaucoup. Il nous reste quelques petites minutes pour prendre des questions. Je vois qu'il y a une question de Albert de Pétigny de la SIC Oplibri. Je pense qu'elle s'adressera, ou ces deux petites questions qui s'adresseront surtout, je pense, à Pierre, Valentin. Oui. Première, quid d'un apport en compte courant de la part de sociétaires? Euh, oui, c'est possible, comme dans toutes les sociétés, ça peut être rémunéré. La caractéristique d'un apport en compte courant, c'est que les sociétaires peuvent en demander le remboursement à tout moment, sauf s'il y a une convention de blocage, donc il faudra que ce soit un compte courant bloqué. Et ça ne résout pas tout à fait le problème des investisseurs extérieurs. En tout cas, les fonds d'investissement ont une certaine forme d'obligation de détenir des titres et pas des comptes. Donc, ça peut être un moyen de financement intéressant pour des sociétaires en fonds propres, puisque c'est assimilé à des fonds propres, mais pas forcément pour des investisseurs extérieurs. Ok. En tout cas pour des fonds. Et pour les TP, y a-t-il une obligation d'être sociétaire de la SCOP ou de la SIC? Absolument aucune obligation. Ok, validé par Aurélien également. Ok, très bien. Baptiste Rabourdin nous propose d'évoquer une astuce de la loi. Alors, moi, je ne fais que lire parce que là, ça dépasse largement mes connaissances. De la loi Tepa-Madelin pour inciter la prise de part sociale. Baptiste utilisait cet argument que si la personne défiscalise et qu'un jour il y a remboursement des parts sociales sur demande, c'est un placement intéressant. Pierre, si tu peux compléter. Effectivement, ça concerne les coopératives, puisqu'on parle des coopératives ici, mais ça concerne d'une façon générale les entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc il y a un certain nombre de critères à respecter pour avoir cet agrément d'État, hein. Et on a, alors, les entreprises qui sont des PME, qui ne sont pas entreprises solidaires d'utilité sociale, peuvent dans certaines conditions bénéficier aussi de l'avantage, mais je crois que c'est plus compliqué. On a une réduction, en tout cas pour les ESUS, de 25% euh, de, de la somme investie, donc en réduction d'impôt sur le revenu, à condition de garder l'investissement au moins 5 ans et même 7 si c'est la société qui rachète l'investissement. Ok. Et d'autre part, ça ne peut pas financer plus que 15 millions. Oui, tout à fait. Pour compléter, effectivement, Télécope, par exemple, aujourd'hui, on peut justement, enfin, tout investissement en part sociale ouvre droit en fait à une possible défiscalisation. Alors bon, tout dépend aussi du foyer fiscal, enfin, etc. Mais effectivement, ça peut ouvrir droit à ça.
Alors, c'était régulièrement passé à 25%, mais on attend toujours un décret chaque année pour le passer à 25%, puisque c'est quelque chose qui change par rapport à la loi européenne, mais la loi, c'est 18%. Ça passe régulièrement à 25%. Je ne sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs. C'est sur Euh, 25 actuellement, mais c'est on ne sait passé pas là, ce que ok. on sait pas ce que ce sera l'année prochaine. Ouais, exactement. Donc il y a toujours, voilà. Et puis l'autre point, c'est effectivement ESUS. Télécom, typiquement, est aussi une ESUS. Donc on a reçu cet agrément-là en début d'année. Et effectivement, ça permet de bénéficier également de la défiscalisation sur l'investissement en part sociale. Et pour répondre à Baptiste, c'est pour les entreprises de moins de 10 ans, pas 5 ans. Dans le chat, il indique 5 ans. Merci. Euh, Nous avons aussi Nathan qui se demande comment finalement, quelles sont les démarches pour une coopérative pour attirer les financiers. Peut-être deux sous-questions là. Est-ce que finalement aller vers des banques coopératives comme Crédit Agricole ou BPCE, ça rend les choses et les discussions plus simples? Et puis deuxième pendant de question, peut-être surtout à Marion. Est-ce que on est accompagné? Est-ce que quand on veut créer une coopérative, on comprend, on a vite les ressources pour comprendre comment se financer? Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est un puzzle? Voilà. Donc peut-être partir pas, pardon, pas première partie de question. Est-ce que les grandes banques coopératives sont déjà des partenaires un peu plus précieux que d'autres? Euh, Aurélien, peut-être? ouais, Oui. ouais, on en parlait, on a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on parle avec des banques qui connaissent peu le monde coopératif, c'est compliqué parce qu'il faut déjà apprendre, enfin, déjà leur parler coopératif. Machin. Du coup, c'est vrai que quand on s'adresse au crédit coopératif, par exemple, c'est vraiment notre banque de référence, on a déjà une écoute beaucoup plus attentive que les autres banques. Alors après, il ne faut pas exclure les autres banques parce que effectivement, les territoires aussi, l'historique des entreprises font qu'il y a aussi d'autres partenariats qui se font. Mais c'est vrai que quand on a un interlocuteur qui connaît le monde coopératif, c'est quand même un point fort. Et s'appuyer sur une banque telle que le Crédit Coopératif pour aller chercher d'autres banques, c'est aussi Mm. un point important. Après, je pense que, mais Pierre, Marion l'ont dit, la particularité des coopératives, des SCOP et des SIC, c'est le fait qu'elles s'enrichissent, enfin, elles confortent en fait l'enrichissement année après année. Donc, on a sur des véhicules qui sont solides. Donc, vis-à-vis d'une banque, ça, c'est quelque chose qui est quand même porteur, de dire que vous êtes en face d'une entreprise qui, statutairement, je dirais, de façon inhérente, va petit à petit créer de la richesse, et cette richesse, elle va être conservée, je dirais, au sein de l'entreprise. Ça, c'est ces critères de pérennité. Je pense que c'est un discours qui doit être martelé parce que la banque, ce qu'elle cherche avant tout quand elle fait du crédit, c'est qu'elle soit remboursée. Donc, quand on leur dit qu'on est face à une structure qui est pérenne, déjà, on marque des points. Donc, oui, ça, c'est quelque chose que. Après, la création d'entreprise, quel que soit son statut, est un parcours du combattant, ça tout le monde le dit, hein, que ce soit coopératif ou pas. Voilà. Et donc, du coup, ça, on a quelque chose, en fait, de vraiment différenciant par rapport à une entreprise normale, mais différenciant dans le bon sens du terme. Je laisse Marion répondre. Oui, ben, je pense qu'effectivement, j'avais pas monté d'autres entreprises avant de monter Télécop, hein, donc j'ai pas de comparaison directe, mais oui, je pense que c'est de toute façon compliqué. Moi, mon expérience, c'est que, en toute honnêteté, on n'a pas été beaucoup plus aidé par des banques coopératives. Ça n'a pas simplifié particulièrement les conversations. Il y a effectivement, je reprends le point de Cigale de Bretagne, pardon, je ne connais pas votre nom, mais la Nef, par contre, a été vraiment l'établissement bancaire qui nous a fait confiance et qui nous a permis notamment de faire un prêt qui d'ailleurs est remboursé, hein, comme quoi il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais effectivement, on a eu plus de difficultés, par exemple, avec le crédit coopératif, ou etc. Et je pense qu'en fait, ce qu'il y a comme problématique, c'est sûr que euh, on est aussi des entreprises qui se créent. Donc, ajoute au fait que il y a la création d'entreprises qui
en réalité, de toute façon risquée pour les investisseurs et les établissements bancaires, s'ajoute la méconnaissance du coup de justement du fonctionnement coopératif. Donc, il y a un peu les deux que moi j'ai vécu et qui ont été effectivement compliqués dans le processus pour arriver à lever suffisamment d'argent. Donc, nous, en tout cas, la méthode dont on a choisi, c'est vraiment l'investissement et vraiment la communication auprès vraiment des particuliers, parce que c'est les particuliers qui sont aussi prêts à prendre plus de risques, et notamment parce que leur investissement, il est plus dilué, parce que souvent, c'est des personnes qui vont prendre 100, 200, 300 euros de part sociale, donc ils prennent moins de risques, mais par contre, l'addition de toutes ces prises de part fait que on arriver à des montants vraiment intéressants et qui permettent à l'entreprise de se développer. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec d'autres coopératives pour faire connaître notre projet, qui ont bien voulu en parler. Donc typiquement, la NEF en a beaucoup parlé à ses sociétaires, la NRCOP, etc. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Les cigales aussi, on a fait passer le mot à l'époque quand on a créé Télécope aussi pour pouvoir bénéficier de ces super clubs d'entrepreneurs citoyens qui sont quand même aussi les gens qui prennent souvent pas mal de risques au départ, hein. Enfin, il faut quand même le saluer. Je suis moi-même cigalière, donc je vois bien ce que ça veut dire. Mais au-delà de ça, ça c'était la première couche. Et ensuite, on a fait appel à l'ITA, donc l'ITA.co, que vous connaissez aussi probablement, qui, eux, permettaient de faire un fonctionnement justement de lier de la prise de part sociale au titre participatif. Parce que comme je vous le disais, particulièrement quand on est en création d'entreprise, c'est moins vrai au fur et à mesure de la vie d'une entreprise, mais on a vraiment besoin de part sociale, hein, pour que effectivement l'équilibre financier de la coopérative fonctionne. Donc c'est vraiment ce qu'on va chercher en premier lieu. Je pense que c'est beaucoup moins vrai, typiquement comme pour des coopératives comme maintenant Enercop, etc., qui, eux, vont pouvoir beaucoup plus compter sur les titres participatifs pour leur développement. Merci beaucoup Marion pour les compléments. Il est 19h03. Je crois que nous n'avons pas de nouvelles questions dans le chat. Donc je crois que c'est le moment de clôturer. Mille merci Aurélien, Pierre, Marion pour votre contribution, pour votre partage de connaissances et d'expériences. C'était super précieux. Va se retrouver avec des nouveaux cycles de masterclass de l'opération Milliard à la rentrée, la petite pause estivale. Mais dès septembre, on vous reproposera du contenu enrichissant. Et merci à tout le monde de s'être joint à nous ce soir. Et très bonne soirée à tout le monde et bel été.